Bonsoir à tous. Nous allons aborder le livret de l'apprenti, le numéro 1, le fascicule numéro 1 du livret de l'apprenti, qui commence dans son sommaire par une raison toute simple, une question toute simple. Pourquoi rentrer en franc-maçonnerie? Oui, il faut revenir aux fondamentaux et à votre point de départ. Pourquoi êtes-vous rentré en franc-maçonnerie? Alors cette question, elle va être traitée sous un angle humoristique pour un peu détendre l'atmosphère. Et on va lister un certain nombre de raisons. Alors c'est vrai qu'on n'entre pas en franc-maçonnerie par hasard. Nous autres, nous avons mission de répondre à toutes les questions que vous vous posez. On n'a pas le choix, on ne doit pas se dérober aux questions que vous pouvez poser. Mais tout ce qu'on peut vous dire, c'est que lorsque vous avez commencé votre premier travail sur la pierre brute, on peut vous dire que cette pierre brute, c'était le miroir de vous-même. Voilà. Et que l'essentiel de la démarche qui va être la vôtre lors de l'apprentissage, c'est d'apprendre à se connaître soi-même. Voilà. Et cette question-là, elle est importante et il est vrai qu'il y a des gens qui ne se posent même pas la question de savoir qui ils sont, où ils vont, c'est quoi l'univers, c'est quoi la grande nature, c'est quoi le divin, c'est quoi l'humain. Des questions qui sont pourtant significatives d'un état d'esprit, d'ouverture et de curiosité vis-à-vis du vivant, vis-à-vis de l'élan vital, vis-à-vis de l'infini, vis-à-vis de toutes ces questions, ces grandes questions philosophiques. Alors pourquoi rentrer en franc-maçonnerie? On a donné une dizaine de réponses pour ne pas rentrer en franc-maçonnerie. On peut se dire que parmi les 10 bonnes raisons de ne pas rentrer en franc-maçonnerie, on a déjà tellement d'amis que ça ne sert à rien d'en avoir en plus. Le deuxième réponse, vous aimez mentir, tricher et voler, donc il n'y a aucune raison que vous rentriez chez nous. La troisième réponse, vous êtes un non-conformiste. Alors là, on expliquera ce genre de réponse. Vous êtes avaricieux, c'est la quatrième réponse. Je ne vois pas pourquoi je donnerais une capitation à des gens qui se réunissent. Cet argent serait mieux dans ma poche, n'est-ce pas? Cinquième raison, vous êtes un fondamentaliste religieux et vous croyez que le dogme de votre foi est le seul véritable chemin de la vérité et du salut. Voilà, donc vous ne vous posez pas de questions, vous vous référez à un credo ou un dogme, et ça vous suffit. Sixième mauvaise réponse, vous êtes un matérialiste ou un athée extrême, c'est-à-dire que vous ne vous posez même pas la question du divin, ne serait-ce que le divin vu par Spinoza. D'ailleurs, vous ne savez pas qui est Spinoza. Vous croyez que l'existence de l'homme se limite à sa vie sur la Terre et que la vie elle-même n'a aucune signification. Voilà. Septième mauvaise réponse, vous détestez la charte des droits et des libertés et tout ce qui touche aux droits de l'homme. Vous ne supportez pas ça. Huitième mauvaise réponse, vous êtes trop occupé. Vous avez autre chose à faire, notamment le soir. Vous aimez bien regarder la télévision, avachi dans votre fauteuil, toujours le même, n'est-ce pas, à manger votre paquet de chips. Neuvième réponse, vous détestez tout ce qui touche à la tradition et à l'histoire. Ça, vous ne supportez pas. Ne serait-ce que de regarder des émissions historiques ou des notions qui ont trait à la tradition et à la philosophie, vous ne supportez pas. Et la dixième, vous ne trouvez aucune raison de vous améliorer. Vous êtes tellement parfait, n'est-ce pas? Bon, tout ça c'est traité sous l'angle humoristique. Bien entendu, ça permet de créer un contrepoint aux bonnes raisons d'y rentrer. Mais les bonnes raisons d'y rentrer, on fera ça à la fin de l'apprentissage, justement, pour faire le contrepoint de ce point de démarrage humoristique. La deuxième thématique est abordée dans le livret 1, c'est ce qu'on appelle les mots pour le dire. On va essayer de définir quelques mots comme le mystère, le secret, le sacré et le profane. Alors, que ce soit le mystère de l'initiation, la quête de la vérité, la notion de discrétion et de secret, la notion de mystère antique, le mystère des symboles, le secret de l'initiation, le secret des signes, des mots et des attouchements, le secret de l'appartenance, la discrétion plus que le secret en franc-maçonnerie, et puis les secrets qui sont les vôtres, que vous ne voulez pas divulguer. De l'autre côté, pour le sacré,
Comment définir le sacré? Eh bien, on le définit assez facilement en regard du profane, donc en opposant les deux. Le profane qui vient du latin profanum, qui signifie devant le temple ou devant la lumière. C'est le monde ordinaire et quotidien, un monde qui n'est pas consacré et qui fait état de l'ignorance et de la non-initiation. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans des grandes questions, on reste dans quelque chose d'assez superficiel, de quotidien, je dirais, et de matériel. Le sacré, lui, qui vient du latin sacer, consacré, dédié, c'est différent, c'est quelque chose qui se sépare justement du monde profane. D'ailleurs, il y a une porte au temple, il y a des murs autour du temple, voilà. Ce n'est pas pour rien, c'est un endroit qui est séparé. Cette séparation permet de travailler à l'abri du bruit, des contradictions, des invectives, et de se concentrer et de se consacrer un espace intérieur particulier qui vient se mettre en résonance par rapport au temple. Alors, cette interdiction aussi implique le respect, parce que le sacré lui-même se caractérise par quelque chose qu'on a tendance à respecter, qui a une valeur haute à nos yeux, qui permet d'héberger une forme de transcendance, peut-être même d'immanence, on verra ça plus tard, et dans lequel va se situer un centre particulier, un centre spirituel autour duquel tout le monde va se réunir, un peu comme une sorte de foyer central, qui est mis à l'abri et que l'on doit préserver. Alors il y a une dialectique, c'est-à-dire une relation entre le sacré et le profane. C'est une dialectique d'opposition, comme Émile Durkheim aimait à le présenter. Le sacré existe par rapport au profane. S'il n'y avait pas le profane, le sacré peut-être n'existerait pas en tant que tel. Et toute la difficulté, et c'est le principe de l'initiation, c'est de passer du profane au sacré. Quel est le cheminement pour y arriver ? Et le sacré, il implique aussi un regard particulier qui est tourné à la fois vers le monde, vers l'univers, vers la grande nature, comme on a pu le voir dans les questions philosophiques, qui est tourné vers le divin, ça c'est la transcendance, toujours dans les questions philosophiques c'était présent, et puis qui est tourné vers l'homme en général et soi en particulier, c'est une sorte d'introspection. Et là, c'est la relation entre soi et le tout. Cette relation relève du sacré. Alors de là à dire que l'homme est lui-même un temple, il n'y a qu'un pas à faire, hein, puisque l'homme lui-même se sépare de l'univers et s'y assemble et tente de... On dit même que l'homme ressemble à l'univers, puisqu'il a le même créateur. Pour les anciens, c'était ce qui était dit. Justement, là on aborde les trois grandes questions du cabinet philosophique, comme quoi il était bien de définir ces mots-là, c'est la troisième partie. Pourquoi et pour qui un testament philosophique ? Alors on retrouve ça à la page 65 du livre de l'apprenti. Et là vous avez les trois grandes questions. La première qui est, pour le résumer, quels sont selon vous les devoirs de l'homme envers cette intelligence universelle nommée Dieu. Donc là, on aborde, déjà il faut définir les devoirs liés au respect de toutes les formes de spiritualité. Donc le premier devoir, c'est respecter la spiritualité, certainement. Après, il faut identifier les devoirs de l'homme vis-à-vis de ces entités que les francs-maçons appellent le Gadlu, le grand architecte de l'univers. Et ça relève, les devoirs relèvent plus précisément du rituel lui-même, donc il faut aller chercher les devoirs à l'intérieur du rituel, on en trouve pas mal. La moralité, par exemple par rapport aux tables de la loi, de justice, donc c'est les principes de justice, c'est-à-dire de respect des religions, respect de l'individualité, de la liberté de conscience, etc. De perfectionnement personnel, comprendre la démarche spirituelle pour s'améliorer. Ça aussi, c'est assez classique.
Et l'homme lui-même étant issu de cette matière universelle, pour répondre définitivement à cette première question, on peut considérer qu'il y a une adéquation entre l'homme et l'univers, c'est-à-dire entre l'unité que je suis et la totalité, et que procédant de la même puissance créatrice, on peut imaginer que détruire l'homme, c'est détruire l'univers, et détruire l'univers, c'est détruire l'homme, donc ils ont partie liée. Donc le devoir principal, c'est de protéger toute forme de spiritualité. La deuxième question a trait à la tradition hermétique, notamment. Hermétique, c'est Hermès. Hermès, c'est le dieu ailé qui fait le lien entre les hommes et le ciel. Quels sont selon vous les devoirs de l'homme envers la nature et l'univers? Donc ici, on est dans le devoir de respect et d'humilité face à l'incommensurable, le devoir de protection et de préservation des grands équilibres de la nature, hein, ça on connaît bien avec l'écologie aujourd'hui, le devoir de connaissance et de compréhension du monde qui m'entoure, mais aussi de l'homme que je suis, le devoir d'équilibre personnel et de connaissance de soi qui marche avec l'équilibre universel, on l'a vu, c'est assez lié à la première question, mais c'est déjà beaucoup plus resserré sur cette notion de grande nature et d'univers. Enfin, la troisième question, elle a trait au devoir de l'homme envers lui-même, bien sûr, mais surtout envers l'humanité. Là, on est dans une forme d'humanisme. Hein, c'est le siècle des Lumières qui vient illuminer votre recherche. Alors, c'est les devoirs envers soi-même. On a vu tout à l'heure que je suis le reflet de la création, puisque je suis homme et créé de la même façon. Donc, ou procédant du même processus biochimique, tout ce que vous voulez. Hein, si vous êtes un scientifique, c'est pas un problème, ça revient au même. Donc le devoir, c'est de se perfectionner, bien sûr, mais aussi de devenir la meilleure version de soi-même. Ça se traduit par un travail sur soi, et ça se traduit par le fait de travailler sa pierre, d'essayer de la polir, d'enlever tout ce qui est abrasif sur la pierre pour lui donner une surface qui puisse s'assembler aux autres surfaces, c'est-à-dire à mes frères et à mes sœurs, d'une part. Et puis, en travaillant cette pierre, un devoir d'humilité aussi, c'est la connaissance de soi-même, les limites, connaître ses capacités, entamer un travail d'introspection, etc. Envers l'humanité, c'est bienveillance et fraternité. Il s'agit de transmettre le savoir, de transmettre les valeurs que l'on a acquises, et toujours de tendre vers la perfection. On va transmettre ce qu'il y a de meilleur en nous. Et d'ailleurs, les questions philosophiques ont pour objectif de faire valoir ce qu'il y a de meilleur en vous, si vous vous êtes posé la question. Je dirais qu'une fois sur deux, personne ne s'est posé la question. Alors, une fois rédigé ce testament philosophique, celui-ci est transporté en loge. Le frère terrible va transpercer les trois feuillets, les trois feuilles, pour les trois questions. Et bizarrement, symboliquement, son épée qui traverse les trois feuilles est un axe qui traverse trois mondes. Le monde humain, question numéro 3, le monde de la grande nature, question numéro 2, et le monde du divin, question numéro 1. Ça, c'est fameux. Et donc, ces trois mondes traversés par l'axe de l'épée qui représente symboliquement le devoir. L'épée, c'est le devoir, puisque on a recherché dans ces trois questions les devoirs, passe de la porte d'Occident à l'Orient sur l'autel du Vénérable Maître, qui lit vos réponses à l'aune du devoir et des trois plans superposés. Il est intéressant de commenter cette transposition symbolique pour avoir conscience de la véritable portée de ce qui se passe en loge comparativement à ce qui se passe dans le monde profane. Ici, à travers cette geste particulière de l'épée qui traverse vos réponses dans les trois mondes et dans les trois grandes questions existentielles, c'est toute la puissance symbolique du testament qui prend forme. Voilà. Et je rappelle que ce testament sera brûlé à la Saint-Jean d'été, qui est un point de basculement entre la lumière qui est au plus haut et la lumière qui est au plus bas, entre la lumière montante et la lumière descendante. Donc
votre testament rejoint, qui est une expression microcosmique, c'est-à-dire de votre puissance personnelle de réflexion, rejoint la grande nature, les grands cycles du divin, marqués par le solstice d'été. Quatrième point qui est abordé, c'est la geste de l'apprenti. Alors là, il est important de rentrer dans la geste de l'apprenti dès le départ. Il ne faut pas perdre de temps avec ça. Votre second surveillant, votre parrain, doit vous montrer les gestes, doit vous rappeler les paroles. Il faut que vous soyez à l'aise, il faut que vous puissiez suivre le maître de cérémonie sans difficulté. Il faut que vous puissiez faire les 3 pas en rentrant dans la loge, savoir saluer le vénérable maître, vous présenter, etc. Bref. Donc tous ces gestes ont pour fonction de démontrer d'abord que vous êtes membre de la franc-maçonnerie, bien sûr, et comme tel, vous en connaissez les rudiments du langage. Là, on va étudier les pages 42 et 43 du rituel qui concernent effectivement la geste, parce que si on commence par la geste, si on commence par vous expliquer votre vestiture, c'est-à-dire ce que représente le tablier, pourquoi y a-t-il 2 paires de gants? Oui, c'est une question importante. Comment fait-on l'attouchement? C'est quoi le signe d'ordre, pénal ou guttural? Par l'équerre, le niveau et la perpendiculaire, je préférerais avoir la gorge coupée à révéler les secrets des maçons. Donnez-moi la parole. Je ne dois ni lire ni écrire, je ne puis qu'épeler. Dites-moi la première lettre, je vous dirai la seconde. J. Très bien. Alors, quand on sait se mettre à l'ordre, quand on sait faire le salut, quand on sait faire les 3 pas, quand on sait donner la parole, là, on est déjà un peu plus à l'aise. Mais il faut le répéter sans arrêt. Et enfin, nous terminerons par un petit test sous forme de QCM assez amusant, où on a quelques questions qui sont posées, qui ont pour but de vérifier que vous avez pigé l'essentiel de ce qui vous a été dit. Dans le style « Quel âge avez-vous » Ça, c'est la question. Alors, première réponse, j'ai mon âge civil. Deuxième réponse, 3 ans. Troisième réponse, 6 ans. Donc, il faut choisir la bonne réponse. Deuxième question, les pas de l'apprenti commencent du pied gauche, du pied droit ou à pied joint. Attention, il y a un piège. Troisième question, le secret de l'initiation ne peut être divulgué parce que c'est interdit. Première réponse. Parce qu'il est fait de codes indéchiffrables aux profanes. Parce qu'il relève de l'expérience intérieure à chacun et à ce titre est incommunicable. Donc là, il faut choisir la bonne réponse aussi. Enfin, le testament maçonnique permet de répondre à 3 questions sur les devoirs de l'homme portant sur 1. L'éducation de l'homme, la finitude de l'homme et son devenir dans l'au-delà. Deuxième série, les droits de l'homme et du citoyen, la liberté syndicale et le Pax. Permet de répondre, troisième série, les devoirs envers l'intelligence suprême, envers l'univers et la nature, envers l'homme et l'humanité. Bon, c'est assez facile, si vous avez suivi, vous êtes au point. Autre question, à quoi sert le testament philosophique? À léguer tout ce que je possède à mes enfants, à mieux connaître celui qui entre en franc-maçonnerie, à me connaître moi-même en me posant les grandes questions. Voilà, c'est facile. Que représente l'épée du frère terrible lorsqu'elle traverse les 3 réponses du testament philosophique? 1. La vérité. 2. Le devoir. 3. Une épée. Voilà, donc pour le livret numéro 1, c'est assez simple. Je rappelle que le livret numéro 1 fait la suite